Alors salut Julien, merci beaucoup d'être présent sur ce podcast. C'est un véritable honneur de t'avoir aujourd'hui. Merci, bonjour Loïc. Oui, effectivement, avec grand plaisir d'avoir cette invitation. J'espère qu'on va pouvoir échanger sur nos passions réceptives de l'amour du cyclisme. Donc, je suis vraiment content d'être parmi vous ce soir. Alors déjà, ce que j'aimerais donc dans ce podcast en globalité parler de ton métier de directeur sportif, peut-être pour les gens qui connaissent pas forcément ton histoire, faire un petit récap un peu de voilà de ton passé professionnel, on va dire. Ouais, ben, malheureusement, c'est un peu long parce que les années passent tellement vite que si on regarde dans le rétro, effectivement, j'ai commencé la carrière de directeur sportif en 2000, tout rond, donc il y a 25 ans. J'ai été coureur cycliste en première catégorie, c'était dans les années 90, donc c'est clair que ça remonte à quelques dizaines d'années. C'était au siècle dernier, au Vélo Club Lyon-Vonvelin, qui était l'une des meilleures structures à l'époque pour espérer passer professionnel. J'ai pas réussi justement à passer le Rubicon en tant qu'amateur. Voilà, bon, on était un petit peu dans les années folles en 90. Il y avait certaines choses qui me convenaient pas personnellement. Voilà. Donc bon, j'ai vite vu que ça serait pratiquement mission impossible de passer professionnel. Voilà, et j'ai eu la chance avec les dirigeants du Vélo Club Lyon-Vonvelin. Ben, c'est toujours un peu le destin. Je me rappelle, le président du Vélo Club Lyon-Vonvelin m'a demandé si je voulais continuer à faire ma carrière au niveau amateur dans une autre DNA que Vonvelin, parce que le Vélo Club Lyon-Vonvelin avait des problèmes financiers, allait redescendre de la DN1 à la DN3. Mais surtout, ils m'ont proposé, ben, si tu ne souhaites pas continuer le vélo à haut niveau, j'avais 26 ans, donc ils m'avaient bien cerné. Il dit, nous, on te propose un poste de directeur sportif au sein du Vélo Club Lyon-Vonvelin et de restructurer tout le club sans budget. Sans budget. Voilà, en étant DN3, mais par rapport au réseau que j'avais, notamment au niveau des coureurs que je connaissais, je me suis dit, j'ai vite fait le tour de la question. Voilà, j'avais 26 ans, ça faisait 6 ans que je courais en première catégorie, j'ai fait toutes les plus grandes courses qui existent au niveau amateur. Voilà, et je voyais la difficulté pour passer professionnel, donc c'est vrai que j'ai pas trop gambergé et je me suis dit, ok, je me lance dans ce nouveau projet, j'abandonne ma carrière cycliste et je me lance dans autre chose, dans un rôle de directeur sportif, entraîneur, parce qu'à l'époque, le directeur sportif était également entraîneur, et puis également de manager une équipe et de remonter une équipe amateur qui avait un passé vraiment de très très haut niveau. Voilà, et j'ai eu la chance au début des années 2000 d'avoir pu choisir mes coureurs. Et là, je pense bien sûr à un coureur, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Samuel Dumoulin, que j'ai fait venir au Vélo Club Lyon-Vonvelin rapidement. Voilà, Michael Buffaz également, Christophe Edalen, qui sont tous les trois passés professionnels. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir créer le groupe que je souhaitais. Je me rappelle ma dernière année de coureur en 99, je faisais mon recrutement et j'écumais toutes les courses en première catégorie. Je regardais les courses de deuxième catégorie et je voyais les jeunes, bien sûr, parce que je recherchais des jeunes, pas des vieux. Et je me disais, bah, tiens, tu pourrais être intéressé à venir chez nous l'année prochaine. L'équipe repart en DN3. Mais bon, le Vélo Club Lyon-Vonvelin avait un tel aura que beaucoup de garçons ont dit, ok, ok, même s'il n'y a pas de moyens, tout ça, ça m'intéresse. Et donc à partir de là, je me suis lancé dans ce projet de rebâtir un club. Et rapidement, les résultats sont venus, notamment avec Samuel Dumoulin qui a fait une saison au Vélo Club qui était juste impressionnante, Michael Buffaz, Christophe Edalen. Ces trois garçons ont été les trois piliers pendant 3 saisons du Vélo Club Lyon-Vonvelin et grâce à ces cours-là et avec un collectif. Et c'est à partir de là que moi j'ai vraiment créé un collectif parce que j'avais déjà cette idée du cyclisme qui, comme je le répète, ça fait 25 ans que j'ai ce discours-là, sport individuel qui se pratique en équipe. Et ça, moi, je l'ai vraiment vu dans les rangs amateurs, où justement, j'avais 3 têtes de gondole, Michael Buffaz, Samuel Dumoulin, Christophe Edalen, pas forcément dans l'ordre, et un fort collectif autour, et on a gagné les plus grandes courses qui existaient du calendrier amateur. Et donc, du coup, après 3 saisons, j'ai pu ramener le Vélo Club Lyon-Vonvelin en DN1. Voilà, donc ça a été ma parenthèse amateur, mais qui a été honnêtement très, Formatrice, très ouais. intéressante. C'est une grande formation, le milieu amateur, parce qu'il faut tout faire. Il faut se débrouiller de A à Z, trouver des partenaires, discuter avec les instances, discuter avec les partenaires territoriaux, voilà, pour trouver de l'argent, parce que bien sûr, le nerf de la guerre, même dans un club amateur, et on le voit actuellement, c'est très, très, très compliqué pour exister. C'était sensiblement pareil il y a une vingtaine d'années.
Il fallait convaincre la mairie de Lyon, la mairie de Vaux-en-Velin, le département du Rhône de pouvoir donner des subventions assez importantes et également trouver des partenaires privés, trouver des marques de scie qui veulent bien nous accompagner. Donc ça a été pas facile durant quelques mois, mais grâce aux coureurs, voilà, les résultats sont rapidement arrivés. Donc à partir de là, ça crée beaucoup de, pas de jalousie, parce que j'en ai pas beaucoup de moyens, mais au contraire, les partenaires voyaient d'un bon oeil de reconstruire le vélo club dans Vaux-en-Velin. Ouais. Et justement, c'est intéressant ce que tu disais parce qu'on voit beaucoup le directeur sportif un peu comme quelqu'un qui est dans sa voiture, bah voilà, fait un briefing et puis donne un peu les consignes pendant qu'on est en course. Mais c'est vrai que dans le milieu amateur, bah on est bien loin de juste avoir cette tâche-là et c'est presque la tâche la plus facile quand on est directeur sportif. Et il y a, comme tu disais, bah, tout cet aspect finalement gestion des budgets, des équipes, des partenariats et tout qui est plus importante. Et je trouve vraiment que pour avoir voilà vu un peu aussi comment ça se passait à la direction sportive en amateur, que c'est finalement très ingrat et aussi que le métier de l'action de diriger juste est clairement minoritaire dans tout ce qu'il y a à faire, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Pour moi, ça a été très formateur, hein. C'est clair, comme on dit, on met les mains dans le cambouis. Il faut tout faire avec peu de moyens. Voilà, je me rappelle une anecdote avec Christophe Edalen au départ du championnat de France de chrono espoir. J'avais pas de vélo de chrono à disposition. Et je connaissais un marchand de cycle. Euh, J'avais encore des vélos de Vaux-en-Velin, certains vélos avec des roues 650 à l'avant. J'avais trouvé un marchand de cycle, Notard pour pas le nommer, qui avait réussi à me transformer le vélo pour mettre une roue de 700 à l'avant, pour avoir un vélo de chrono à peu près correct. Mais face à nous, il y avait il y avait le Crédit Agricole Espoir, qui était un peu les prémices des équipes Conti. Donc ils avaient un statut professionnel. Et Christophe Edalen, au départ, allait se battre face à des coureurs avec des looks, vélo de chrono des pros, tout ça. Et nous, on est arrivé avec notre pauvre vélo de chrono qui tenait à moitié la route. Et Christophe avait fini deuxième à quelques secondes du néo-pro français du Crédit Agricole. Donc voilà, donc tout ça, c'était des grosses satisfactions parce que on savait très bien si on avait eu les mêmes moyens que le Crédit Agricole Espoir à cette époque-là, bah Christophe aurait été champion de France de chrono Espoir. Voilà, bon, c'est des petites anecdotes et c'est très formateur parce que ça permet de se dire que voilà, rien n'est acquis et que moi, ces 4 années que j'ai effectuées au sein du Vélo Club Lyon-Vaux-en-Velin, pour moi, honnêtement, c'était la base, j'ai envie de dire, de ma réussite. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ces 4 années ont été pour moi très, très, très formatrices. Et c'est aussi comme ça que je me suis fait connaître au niveau professionnel. Parce que si on continue un petit peu la suite, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que sinon on a jusqu'à demain. J'ai eu la chance, et c'est des facteurs qui sont très, très importants, la réussite, qu'en 2000, Michel Gros, qui a été mon directeur sportif dans les rangs amateurs, et avec Serge Barle, qui est devenu maintenant un ami, avec Anthony Barle, le manager du vélo club caladois à Villefranche, crée l'équipe Jean de la Tour en 2000. Et à partir de là, pour moi, c'était une belle opportunité. Les deux services courses étaient à quelques kilomètres de l'un de l'autre. Et moi, en tant que coureur, j'ai couru sur les couleurs d'équipes professionnelles, Castorama, Festina, bien sûr. Parce que le Vélo Club Lyon-Vaux-en-Velin avait cette identité d'être le plus gros réservoir amateur pour passer professionnel. Et le Vélo Club Lyon-Vaux-en-Velin, moi, quand j'ai couru à haut niveau avec le Vélo Club Lyon-Vaux-en-Velin, j'avais la même tenue que Richard Virenque, qu'au lieu que ça soit un fond blanc, c'était un fond jaune avec marqué Festina. Et ça m'avait toujours marqué, parce que les autres équipes nous regardaient avec des grands yeux. Ah, c'est l'équipe réserve. Voilà. Et c'est vrai que Michel Gros était très, très en avance sur beaucoup, beaucoup de clubs à cette époque-là. Et moi, bien sûr, quand je suis passé de l'autre côté de la barrière, je suis allé voir Jean de la Tour. Je lui ai dit, Michel, rappelle-toi quand tu étais directeur sportif au Vélo Club Lyon-Vaux-en-Velin, grâce au soutien d'une équipe professionnelle, tu as pu faire vivre ton équipe amateur. Donc moi, je vais taper à la porte et je vais demander le soutien de Jean de la Tour par rapport à mes coureurs et au Club Lyon-Vaux-en-Velin. Bon, la première réponse a été non. Voilà, donc j'ai un peu galéré pendant 2 années où Michel, par rapport au budget qu'il avait, il n'avait pas un énorme budget. C'était un peu compliqué, mais bon, à force de me battre, j'ai réussi quand même à convaincre les dirigeants de Jean de la Tour que le Vélo Club Lyon-Vaux-en-Velin devienne le partenaire de Jean de la Tour, un peu l'équipe réserve avec un statut amateur, bien sûr. Mais les maillots, les vélos,
étaient ceux de Jean Delatour. Donc à partir de là, nous, ça nous a énormément aidé. Ça a fait venir également quelques coureurs parce qu'ils voyaient qu'on avait l'aide d'une équipe professionnelle. Voilà, donc, et à partir de là, en 2003, j'ai commencé à faire des piges en tant que directeur sportif dans l'équipe professionnelle Jean Delatour. Et la petite anecdote, c'est que j'ai commencé au Grand Prix Kippingen au mois de juin 2003. Et 90% de l'équipe, ils étaient tous plus âgés que moi, quoi. Genre, voilà, donc je suis arrivé là-bas. Tous les mecs, moi j'avais à peine 30 ans. Et je me rappelle, il y avait Eddie Senior, il y avait plein de garçons qui avaient 32, 33, 34 ans, en guillemets, des vieux guerriers qui avaient fait déjà 10 ans chez les pros. Et moi, j'arrivais tout jeune directeur sportif, en n'ayant pas ce statut d'ancien coureur cycliste professionnel. Ouais. Ben voilà, donc je me suis dit, il va falloir retrousser les manches. Mais bon, j'avais réussi à emmener Michael Buffaz, que j'avais fait passer chez les professionnels. Donc j'avais bien coaché Michael, je lui ai dit, il ne faut pas que tu te loupes sur cette course-là. Tu vas prendre l'échappée, tu vas faire le maillot à poids, comme ça on va parler de toi, éventuellement un peu de moi. Voilà. Et c'est clair que cette première course chez les professionnels, parce que pour pas te cacher, les autres coureurs qui avaient 32, 33 ans, le Grand Prix de Kippingen, ils n'en avaient rien à cirer. Ouais. Donc voilà, donc pour éviter le fiasco, je m'étais vraiment appuyé sur Michael Buffaz. Et Michael avait fait une super course ce jour-là, avait été échappé toute la journée, avait réussi à récupérer le titre de meilleur grimpeur de l'épreuve. Donc ça a été mon baptême chez les pros, qui était plutôt sympa. Voilà, et après, en 2004, Serge Barre, le manager de Jean Delatour, m'a proposé un contrat. Plus avec Jean Delatour, parce que Jean Delatour s'est arrêté, et c'est devenu RAGT Semences. Donc pendant 2 ans, j'ai fait mes clashes chez les professionnels au sein de l'équipe RAGT Semences. Mon premier Tour de France en 2004 avec RAGT Semences. Et donc là, tu étais directeur sportif. À cette époque-là, dans les équipes, il y avait. Toi, tu t'occupais aussi un peu de l'entraînement. Il y avait déjà des Ouais. entraîneurs qui géraient ça? Non, il y avait très peu. On avait cette double étiquette de directeur sportif entraîneur. Donc voilà, je faisais des programmes d'entraînement. À cette époque-là, beaucoup de coureurs avaient des entraîneurs personnels. Donc voilà, Ok. voilà. Mais bon, au sein de l'équipe, il n'y avait pas un statut d'entraîneur à D'entraîneur. part entière. Tu t'occupes, ton métier, c'est de t'occuper des entraînements, gérer des coureurs. Voilà. Donc les directeurs sportifs le faisaient. Moi, je m'occupais de quelques coureurs, notamment ceux que j'avais fait passer pro. Voilà, et d'autres. Mais après, on va dire, la majorité avait des entraîneurs personnels au sein de l'équipe, quoi. Du moins, c'était pas les entraîneurs de Ok. l'équipe. Et du coup, à cette époque-là, sur la structuration, donc si on parle un peu de maintenant ce que vous faites, de regarder un peu les calendriers, les types de coureurs et les types de courses, est-ce qu'il y avait déjà une organisation, enfin, en tout cas se rapprocher de ce qu'on fait un petit peu maintenant, de périodiser un peu aussi les objectifs, ou alors c'était pas forcément. Non, oui, il y avait déjà, bien sûr, on essaie de structurer au mieux le calendrier. On avait un groupe de coureurs qui n'était pas aussi fourni qu'actuellement, hein. Alors, de mémoire, en 2004 et en 2005, je pense qu'on avait un effectif aux alentours de 20 coureurs, donc pratiquement 10 coureurs de moins. Donc voilà, bon, avec un calendrier moins dense que, bien sûr, l'équipe RAGT n'était pas en première division. Donc, elle n'avait pas accès à toutes les grandes courses sur le Tour comme le Tirreno, la Catalogne, le Pays Basque. Donc, forcément, c'était à 90% un calendrier français. Voilà, mais bien sûr, il y avait une certaine planif et moi, j'étais un peu responsable de ça avec Jean-Luc Joron, qui était le deuxième directeur sportif. Voilà, de planifier pendant les stages hivernaux le programme des coureurs, que ce soit au niveau de l'entraînement, mais surtout au niveau du calendrier de course. Avec bien sûr l'objectif, en 2004, on a su assez rapidement qu'on serait au départ du Tour. Voilà, d'essayer de planifier au mieux en faisant quelques stages, mais bien sûr, on était loin des stages qu'on fait actuellement, stage hypoxie en altitude, tout ça, on appelait ça avant stage d'oxygénation, stage de montagne. Mais on partait quelques jours en montagne. L'objectif, c'était de monter des cols, de retrouver un braquet qui corresponde à des montées de cols de 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes. Mais voilà, on n'avait encore aucune idée de ce que pouvait apporter l'altitude à cette époque-là. Donc voilà, donc on travaillait, on va dire, de façon professionnelle, mais avec voilà, quand je le vois maintenant, c'est clair qu'on était à des années-lumière de ce qu'on faisait. Et en plus, RAGT Semences, petite parenthèse, avait le plus petit budget des équipes professionnelles. Ouais. Donc forcément, tu ne pouvais pas faire aussi tout ce que tu voulais en termes de stage, de planification, parce que tu étais aussi limité en termes de budget, et également en termes d'effectifs. Voilà, c'est clair qu'on avait tous les meilleurs coureurs de Jean Delatour quand l'équipe s'est arrêtée fin 2003.
sont tous partis. Par exemple, Samuel Dumoulin est parti chez Cofidis. Il y a beaucoup de coureurs qui sont partis à gauche, à droite, dans les meilleures structures françaises ou étrangères. Donc nous, on s'est retrouvés avec RAGT, avec des coureurs qui étaient en fin de carrière, qui n'étaient pas spécialement les plus motivés. Je me rappelle de Bruno Thibault, et il m'en voudra pas s'il écoute. Voilà, il était complètement carbonisé. Mais bon, on l'avait gardé parce qu'on avait besoin aussi de coureurs d'expérience. Voilà, et puis bon, on avait des jeunes coureurs qui étaient également là pour essayer de sortir du lot et trouver un contrat dans une équipe plus importante. Parce qu'on savait d'entrée en 2004 que l'histoire allait sûrement durer que 2 ans, que RAGT, seulement, ça n'était pas là forcément dans la durée. Donc voilà, c'était une première histoire qui était assez chaotique, mais qui a été une fois de plus formateur. Et je pense que c'est le destin. J'ai 4 années dans une structure amateur, 2 années dans une structure professionnelle, mais une fois de plus avec des niveaux, avec un budget plutôt limité. Ouais, qui m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses et de faire un petit peu mes marques au sein du peloton professionnel. Donc voilà, donc ça a été 2 premières années qui ont été assez marquantes et actuellement j'ai d'excellents souvenirs de mon premier Tour de France, notamment avec le staff. On a bien rigolé. Des moments, on avait l'impression que c'était un peu les bronzés font le tour. Mais voilà, c'était marrant. Puis bon, c'était une autre époque, il y a plus de 20 ans. Donc voilà, on avait pris le Tour de France d'une façon vraiment, en étant professionnel, ce qu'on se doit, c'est la plus grande course du monde. Mais on savait qu'en termes d'objectifs, on ne pouvait pas annoncer aux coureurs, les gars, on va essayer de faire un top 15, je ne parle même pas du top 10, un top 15, un top 20 en classement général, et puis il faut qu'on gagne une étape. Ouais. On savait le discours. Il faut trouver le bon discours, parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est pratiquement impossible de gagner une étape. Tu le sais à l'entrée du Tour. Que ça fait 6 mois que tu es avec tes coureurs, ça fait 6 mois que tu galères sur des courses de niveau inférieur, où déjà tu n'arrives pas à être acteur sur les courses. Je pense que la première victoire de mémoire, c'est le chrono au championnat de France avec Kidi Senior, 15 jours avant le départ du Tour. C'est même pas une course en ligne, c'est un chrono. Et donc forcément, tu arrives au départ du Tour, quand tu fais le briefing général, tu t'enflammes pas, tu dis pas, bon les gars, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, l'objectif, c'était de se montrer à la télé par rapport aux partenaires, de prendre des échappées, de faire voir qu'on existait. Et bon, honnêtement, ça a été 3 semaines un peu de galère au niveau du sportif. Et c'est clair qu'il fallait bien se gratter la tête pour trouver les bons mots lors du briefing avec les coureurs. Parce que voilà, c'était simplement la dure réalité du terrain qui nous ramenait la dure réalité qu'on n'était pas forcément au bon niveau et à la bonne place au Tour de France 2004. Ouais, bon après, si les coureurs le savent et en sont conscients, je pense que ça aide. Ouais, Mais ouais. c'est sûr que des fois, de trouver la motivation, surtout dans une époque comme ça, où je pense que vraiment l'écart de niveau avait l'air assez fou, mais... Ouais, c'est clair. Mais après, je me rappelle, les noms me reviennent petit à petit. Il y avait Christophe Rinero, alors je ne sais pas si ça te parle. Ouais, Christophe Rinero a été le meilleur grimpeur du Tour, alors 98, il me semble. Genre, voilà, qui a même gagné des belles courses chez les professionnels. Donc il était présent, mais bon, il était en pré-retraite, voire en retraite. Ouais. Mais bon, il était de la même génération que moi, on avait couru ensemble. Donc je m'entendais bien avec lui et il faisait son maximum, mais bon, voilà, sa carrière était derrière lui. Ouais. Bon, ça fait bizarre d'avoir le meilleur grimpeur du Tour et pas 10 ans ou 15 ans après, hein, ça faisait 7 ans, non 6 ans. Bon, c'était pas des années-lumière, mais bon, le garçon était carbonisé. Et voilà, et c'était difficile d'être acteur sur la course. Il y avait Frédéric Finot, qui était un jeune coureur avec pas mal de talent. Lui avait réussi à prendre quelques échappées. Donc, en guillemets, j'avais presque envie de dire, on débouchait le champagne quand on mettait un cours dans l'échappée, sans parler de résultat à l'arrivée. Parce que bon, on sautait à l'en-finale quand c'était un peu dur dans l'échappée. Mais je me rappelle, le Fred Finot avait été. Il avait fait une échappée une fois solitaire, là, je me souviens plus où c'était. Avec nous, il avait fait une étape. Il était échappé, pas en solitaire, je pense. Mais il avait fait l'échappée dans les Pyrénées. On montait avant le Tourmalet, l'Aspin, le col d'Aspin, tout ça. Voilà, et il avait fait une belle journée à l'avant. Voilà, mais honnêtement, Finot a fait une belle carrière. Hein. Il a gagné des belles courses. C'était un petit peu notre leader et on comptait sur lui. Et il a fait le maximum en prenant des échappées, ce qui était pour le partenaire important, parce qu'on sait que la caisse de résonance du Tour elle est extrêmement importante pour les partenaires. Bon, dès qu'on voyait un peu le maillot à l'avant, c'était déjà une victoire pour nous. Très bien. Parlons un petit peu maintenant du coup de ton arrivée dans l'équipe AG2R et puis un peu tout ce que tu as pu voir. Alors c'est vrai que on ressent vraiment de part de tout ce que tu as dégagé depuis de nombreuses années quelqu'un qui
est vivant et surtout qui aime ses coureurs. Et ça, enfin franchement, j'adore et je pense qu'il y a plein de personnes aussi. Et c'est vrai que maintenant, on est dans un cyclisme où on voit des managers d'équipe où on n'a pas l'impression, enfin, on a l'impression que voilà, ils aiment bien leurs coureurs parce que c'est des champions et puis parce qu'ils leur permettent d'être devant. Mais toi, on sent vraiment qu'il y a quelque chose un lien assez fort. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Et puis voilà, finalement, qu'est-ce que ça représente aussi pour toi? Parce que c'est vrai qu'un métier comme ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte du nombre de jours où vous êtes partis loin de votre famille. C'est un vrai métier passion. Certains pensent que c'est cool parce qu'on est à côté des champions, mais c'est aussi un investissement qui est incroyable. Oui, oui, effectivement, c'est un investissement de tous les jours, hein. Je veux dire, pour répondre un petit peu pêle-mêle aux questions, je veux dire, c'est clair que je suis très proche des coureurs. Quand j'ai commencé en tant que jeune directeur sportif. J'ai été l'un des plus jeunes directeurs sportifs du Tour de France. Voilà, donc forcément, tu as de la proximité avec les coureurs parce qu'ils ont sensiblement le même âge que toi. Hmm. Donc même certains sont plus vieux que toi. Je veux dire, voilà, d'autres ont le même âge que toi, d'autres sont plus jeunes forcément. Et bon, ça aide dans la communication. Et puis après, voilà, c'était en guillemets, comme je leur disais, c'est un pari entre nous, hein. Je veux dire, moi, je veux bien être en guillemets sympa, je veux dire, d'arrondir les angles, mais il faut que tu ailles au charbon, quoi. Je veux dire, si tu prends des cartons tous les jours, je veux dire, au bout d'un moment, mon discours il va un peu changer. Et c'est vrai que j'étais assez proche des coureurs et je le suis toujours. Ça a toujours été ma marque de fabrique et ça, je le changerai pas parce que voilà, j'ai une façon de coacher avec l'affect qui est pour moi très important. J'ai eu la chance également dans un autre sport de connaître de nombreux coachs de foot, et notamment deux qui sont Elie Bopp et Christophe Galtier, où j'ai beaucoup échangé dans la façon de coacher, de parler à ces athlètes. Et c'est clair que pour moi, le management à l'affect est important. J'ai après, une fois de plus, une main de fer avec un gant de velours. C'est exactement ça. Et il faut savoir être rigide, mais savoir arrondir les angles pour avoir le meilleur des coureurs. Pour moi, tu ne peux pas avoir le meilleur des coureurs si tu es dans la rigidité du matin au soir. Donc, Hmm. cette proximité, moi, avec les coureurs a toujours été importante. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Puis, j'ai essayé de cultiver tout au long de ma carrière de directeur sportif tout ça. Et ça a commencé en 2006 avec à Jeux la mondiale. Où pour entrer dans l'équipe, ça a été un long combat. Parce que, une fois, pour la petite parenthèse, Kera GT a terminé son partenariat, je me suis retrouvé au chaume du. Et il a fallu retrouver une équipe. J'avais eu un très 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 bon contact avec Jean-René et j'avais dû commencer ma deuxième carrière avec Jean-René. Voilà, et puis bon, pour X raisons, ça s'est pas fait. Et je me suis rabattu auprès de Vincent Lavenue, qui était le patron d'Ageusère la mondiale, d'Ageusère à l'époque, ouais, Ageusère la mondiale. J'ai 2 heures la monnaie là. Voilà, et là on est en 2005, fin 2005, et j'ai réussi grâce à un lobbying. En fait, Vincent avait recruté beaucoup de coureurs de gens de la Tour. Donc, je les connaissais une bonne partie, que ce soit Stéphane Goubert, Cyril Dessel. La petite Hmm. parenthèse, Cyril Dessel est mon meilleur pote. C'est pas l'un, c'est mon meilleur pote. Voilà, donc on a fait du vélo ensemble depuis junior, on s'est jamais quitté. J'étais encore avec lui ce matin au téléphone. Donc, c'est mon meilleur pote dans la vie de tous les jours. Et donc, lui, il était coureur. C'était le transfert de Phonac. Il était coureur là-bas. Il y avait Samuel Dumoulin, avec qui, pareil, c'est un ami. C'est quelqu'un qui a été pour moi très, très important. Donc, il y a eu un certain lobbying de coureurs qui étaient dans l'équipe à Vincent Lavenue. Parce que, pour essayer de faire vite, quand je me suis présenté à Vincent Fallait, Lavenue, il m'a dit ouais, Julien Jourdi, ouais, ok, ton CV, ouais, ok, bon, si on accède en première division, parce qu'il est en deuxième division, il me fait voir sa pile, il me dit j'ai des CV qui sont comme ça. Voilà, parce qu'on va prendre un directeur sportif. Donc ton CV, il est plutôt sous la pile là. Voilà. J'ai tous les humains X directeurs sportifs étrangers, français, qui m'ont fait la ouais. demande d'être directeur sportif au sein de l'équipe de Vincent. Voilà, j'avais quand même regardé un petit peu l'histoire de Vincent et je savais que c'était un garçon, voilà, qui lâchait jamais rien. Quand il était coureur, souvent il a galéré pour trouver des équipes, il se battait. Et c'est clair que Vincent avait un caractère et un mental à toute épreuve. Et justement, j'ai voulu lui faire voir que voilà, je n'étais pas qu'un simple candidat, que je posais ma candidature, puis bon, je vais croiser les doigts, je vais aller boire une limonade chez moi, puis j'attends que tu m'appelles. Voilà, en fait, je l'ai harcelé matin, midi et soir. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais c'est qui ce barjot? Voilà, Il en veut quoi. voilà, il m'a dit, mais t'en as pas marre? J'ai dit, mais non, tant que tu m'as pas pris, je veux pas arrêter. Et il y avait le lobbying des Des coureurs. coureurs, ouais.
il disait, mais Vincent, il faut prendre Julien, on le connaît, tout ça. Parce que Vincent ne me connaissait pas du tout. Et bon, au bout d'un moment, il en a eu marre. Il Il a a dit, pris. allez, on fait un essai d'1 an. Le salaire râle et pas crête. Je lui ai dit, pas de problème, hein, tu me dis où je signe avec les pieds, les mains, la tête, et Ouais. voilà. Et l'aventure est partie comme ça, et puis on ne s'est pas quitté pendant des années et des années avec Vincent, et tout de suite, bon, j'ai eu la chance de pouvoir m'imposer auprès de Vincent dans les plus grandes épreuves, tout ça, et la réussite dès mon premier tour 2006, victoire d'étape avec Sylvain Casetti, prise du maillot jaune avec Cyril Dessel, et Ouais. on finit 5e et 6e avec les deux meilleurs Français du Tour, Cyril Dessel et Christophe Moreau. Donc c'était une bonne entame de carrière pour moi au sein de l'équipage UZR. Donc voilà, ça a bien commencé. Et puis bon, ça a été une longue aventure qui est encore pas finie actuellement. Et comment ça a évolué justement ton rôle de directeur sportif, tes tâches entre cette année 2006 où tu es rentré et on va dire voilà jusqu'à 2 3 ans parce que je pense que maintenant il y a encore un gap qui est franchi comparé à avant, mais est-ce que tes tâches sont restées un peu toujours les mêmes ou est-ce qu'il y a eu des choses qui sont implémentées? Non, non, justement, on parlait en début de l'entretien, j'avais la double étiquette d'entraîneur. Ça a été le cas avec AG Luzerne. Bon, c'est moi qui entraînais Cyril Dessel pendant plusieurs années. J'entraînais plusieurs coureurs au sein de l'équipe. Et c'est moi qui, au bout d'un moment, qui ai compris qu'il fallait investir. Je dis à Vincent, bon, c'est clair que Arturas, Kaspoutis faisaient des plans d'entraînement. Moi, j'en faisais. Et donc, on était directeur sportif. On gérait tout. Par exemple, la convocation, une convocation. C'est quoi? C'est une course avec 8 coureurs au départ, un staff, des véhicules, et il faut savoir toutes ces personnes se S'organise. déplacent de leur lieu de résidence au départ de la course. Et ça, avant, c'était nous qui le faisions. Hmm. On prenait les avions, on avait une centrale, voilà, il me faudrait un avion pour Monsieur Dessel qui part de Lyon, qui arrive à Berlin tel jour, à telle heure, machin. Alors, qui doit le récupérer? Et voilà, on faisait tout ça, donc on était un peu surchargé de boulot. Et au niveau de la planification, je voyais bien qu'on était un peu en retard. Et j'avais mon premier entraîneur que j'ai réussi à faire venir, c'est Xavier Nizy, qui était dans le sud de la France, à Toulon. On était rentré en contact. Il venait de finir ses études au niveau de physio, tout ça. Il avait des bons diplômes et il connaissait parfaitement le vélo. Et je lui dis, bah allez, est-ce que tu te sens apte, toi, à entraîner des coureurs? Et bien sûr, lui, c'est ce qu'il cherchait. Donc, le courant est bien passé avec Xavier. Après, il fallait convaincre Vincent de payer une personne pour entraîner les coureurs. Voilà, moi, une fois de plus, c'est des coûts, hein, donc forcément, Ouais. on regarde à 2 fois. Je dis, ah, mais voilà, pourquoi je paye un directeur sportif qui fait ça, et je ne vais pas payer une autre personne pour faire que de l'entraînement. Donc Hmm. après, petit à petit, bien sûr, il n'est pas rentré à plein temps, Xavier. Mais voilà, on a commencé à faire des tests. Je me rappelle qu'on descendait l'hiver, je faisais descendre les coureurs en laboratoire, justement pour les VO2, tout ça, pour les tests, les lactates, tout ça. À Toulon, il avait, dans l'université de Toulon, je ne me rappelle plus exactement le nom, il avait accès au laboratoire, tout ça, et je faisais venir les coureurs par groupe de 4-5 pour faire des tests. Voilà. Et c'est à Ok. partir de là, de mettre une date, je ne sais pas, 2008, 2009, 2010, j'ai un truc Ouais. comme La ça. fin des années Et 2000. voilà, à partir de là, moi, je me suis dégagé petit à petit de l'entraînement. Donc, mon rôle, je voulais vraiment qu'il se concentre sur le coaching, sur voilà, les convocations, parce que c'était obligatoire, on ne pouvait pas passer autre. Mais voilà, plus dans la planification des coureurs, les objectifs, voilà, et puis le coaching, de pouvoir mettre les meilleurs line-up au départ des courses avec l'effectif qu'on avait au sein de l'équipe AG2R. Mais c'est vrai qu'à partir de là, on a bien vu une évolution. Et puis après, pour moi, le gros gap, c'est la venue de Jean-Baptiste Quiclet. Voilà, pareil, deuxième acte avec Vincent bataillé. Ouais, bon, avec Xavier, par rapport à Xavier Nizy, le premier entraîneur, il y a un moment donné, ça faisait plus. Voilà, que ce soit entre les coureurs, par rapport à l'équipe. Donc il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et voilà, donc là on est après les années 2010 et je suis rentré en contact avec Jean-Baptiste. Il s'occupait de Sir Sojason à l'époque. Et Ouais. pareil, l'équipe était en difficulté. Et voilà, je me rappelle du coup de fil de Jean-Baptiste qui m'appelle. Il me dit, ouais, t'avais pas une place pour moi? Je dis, ben si, j'en ai une place pour toi. Mais faut convaincre le Faut boss. qu'on force. Voilà, et à partir de là, honnêtement, ça n'a pas été très difficile. C'était ça qui était bien avec Vincent. Si tu arrivais avec des arguments auprès de Vincent, bon, Vincent, pour faire améliorer la structure, pour gagner des courses, il faut investir sur ça, ça, ça. Vincent, là-dessus,
il analysait, il connaissait parfaitement, il regardait, ok, bah c'est bon, tiens, feu vert. Voilà. Donc à partir de là, ben, Jean-Baptiste est arrivé, et là j'avais une fois de plus des opportunités. J'avais détecté avec Jean-Baptiste quelqu'un qui connaissait bien le vélo, ça c'était important, mais qui avait un savoir-faire au niveau des datas, au niveau de tout, qui était assez impressionnant. C'était un garçon qui est toujours jeune, mais qui arrivait jeune chez les pros. Et voilà, et tout de suite je me suis dit, c'est la personne qui manque vraiment pour avoir des responsabilités au sein de l'équipe en tant qu'entraîneur, mais même au-delà. Voilà, j'avais vraiment une vision au long terme avec Jean-Baptiste. Et c'est à partir de là, une fois de plus, j'ai pas une mémoire excellente. Je me rappelle pas en quelle année exactement Jean-Baptiste est arrivé. 2013, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement. Ouais, ça doit être 2012, entre 2012 et 2014, parce que je crois que j'avais vu enfin, je lisais quelques articles à cette époque-là sur Ouais. l'entraînement, et justement, il était déjà dans l'équipe, donc Ouais, donc à j'étais partir pas de là, on a vraiment. structuré. Et il a fait venir d'autres entraîneurs. Il est devenu le responsable des entraîneurs, Jean-Baptiste. Et à partir de là, on a vraiment fait devenir l'équipe, on va dire, voilà, avec une vraie âme au niveau de l'identité des entraîneurs, que voilà, les directeurs Mm. sportifs n'étaient plus entraîneurs, que c'était aux entraîneurs d'entraîner les coureurs. Et moi, bien sûr, moi, j'étais la première personne à dire oui, effectivement, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Ouais, Même si au début, pour être honnête, Vincent avait des doutes. Non, mais le directeur sportif, il connaît mieux le vélo que l'entraîneur. Ouais, il faut continuer. Bon, il y a eu certaines batailles avec Vincent pour qu'il admette. Parce que ce qui dérangeait Vincent, c'était le côté scientifique. Le mec, ouais, grosso modo, il n'a jamais mis le cul sur la selle d'un vélo et il va te dire ce qu'il faut faire pour faire du vélo. ouais, Comment il sait qu'il faut faire 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà. Il me dit, je comprends qu'il faut faire des intensités comme ci, comme ça, qu'il faut travailler de cette façon. Mais le mec, il connaît rien au vélo, il n'a jamais mis un dossard de sa vie. Comment il peut. Voilà. Et c'était la ce que je crédibilité, pouvais, quoi. ce que je pouvais comprendre. T'emmènes un mec, tu dis, putain, mais tu n'as jamais mis un dossard de ta vie, tu n'as jamais couru à haut niveau. Tu te dis, mais moi, c'était pareil. Quand je suis arrivé chez les pros, j'ai jamais couru chez les pros en tant que directeur sportif. Et à force de travail, d'abnégation, je pense m'être débrouillé de façon correcte en tant que directeur sportif dans les plus grandes épreuves du monde. Voilà, et Jean-Baptiste s'est arrivé. Et bien sûr, moi j'étais vraiment très très proche de Jean-Baptiste. Je l'ai vraiment poussé à aller de l'avant, à bousculer un petit peu les portes, tout ça, et de faire vraiment comme il avait envie. Parce que je Mm. sentais qu'on était dans un virage et qu'il ne fallait pas le louper. Voilà. Et Ouais. puis après, le carrefour, ça va tout de suite te parler, c'est Romain Bardet. Mm. Voilà, le carrefour. Alors moi, avec lui, toi, j'ai les frissons quand je parle de Romain. J'ai les poils qui se mettent tout de suite tout droit sur les bras. Parce que Romain, moi, ça a été un truc de barjou. Barjou avec Romain. J'ai vécu des choses, des trucs de fou. J'ai avec lui en stage, en course. C'était un garçon qui avait de l'avance surtout. C'était un truc de fou. Dès qu'il arrivait, il voyait tout en avance. Voilà, il devinait tout. Et c'est clair, moi, je me rappelle sa première course. C'était à l'Amstel. Je lui ai dit, pour moi, je te donne juste un conseil, c'est de prendre l'échappée, parce qu'on apprend mieux dans une échappée que dans le peloton. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'était prévu. Et puis, il n'a pas loupé l'échappée, il a fait toute l'Amstel devant, et même, il se fait rattraper à quelques kilomètres de l'arrivée. Voilà, et à partir de là, les connexions, Jean-Baptiste, Romain, moi, à partir de là, l'équipe, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et c'est vrai qu'on a vraiment passé un cap au niveau de l'entraînement, de la préparation des coureurs, des stages. C'est à partir de là qu'on a fait des stages en altitude. Je me rappelle les premiers stages, on allait, ça va te parler, à l'Otaret, à l'hôtel qui est au Ouais. Lotaret. On allait même à Montgenèvre, on a fait des stages à Montgenèvre également. Voilà, donc c'était les prémices pour nous. Donc voilà, maintenant on maîtrise parfaitement le travail en époxy. Actuellement, les coureurs sont en stage pour la Volta aux Arcs. Là. On maîtrise parfaitement cet outil du travail en altitude. Voilà, mais les premiers stages, justement avec Romain, avec Jean-Baptiste, on voyait bien que les adversaires, ils ramassaient pas des fraises. Voilà, donc Mm. il faut aller faire des choses, il faut aller se bouger. Voilà, donc on a commencé à mettre en place les stages, tout ça, les préparations et tout ça avec Romain. On sentait qu'on avait un garçon qui était en capacité d'accompagner les meilleurs du peloton international, mais qu'il fallait mettre en face des choses pour qu'il puisse être à 100% au départ des courses, quoi. Voilà, et petit à petit avec Jean-Baptiste, tout le staff, hein, je parle beaucoup de Jean-Baptiste, tout ça, mais il y a d'autres personnes avec tout ça, et ça a été des moments importants. Là, on est dans les années 14, 15, 16, 17, 15. 18, 19, Mm. voilà, les années folles avec Romain quand il est arrivé, et on avait déjà aussi un garçon qui bousculait beaucoup de choses, c'était Jean-Christophe Perrault. Voilà, et avec Jean-Christophe, pareil, je me suis régalé. Voilà, c'était un garçon atypique, voilà, mais un moteur de fou.
J'ai Parce jamais que vu un lui, garçon aussi fort. il était passé tard, lui, parce qu'il était au Ouais, il est Creusot, passé non? tard parce qu'il faisait du VTT. Il est Ouais. médaillé olympique. Euh, je me rappelle plus, je sais pas quelle Je sais pas, Olympiade mais je me il est souviens qu'il médaillé était olympique. au Creusot, ouais, vers Il était peut-être pro au Creusot, il avait été champion de 2014. France de chrono. Il avait Ouais, pratiquement 28, 29, je me rappelle plus. Ouais, et c'est l'auto qui l'avait fait signer. Et puis après, nous, on l'avait ouais. débauché de l'auto pour qu'il vienne chez nous. Et bon, le Tour 2014, tu vois, il est tatoué là. Ah oui, tu l'as, Ça, ouais. ça, c'est le classement par équipe. Et donc, c'est l'année de Jean-Christophe Perrault où il finit deuxième du Tour de France derrière Nibali. Deuxième ou troisième, Troisième, je crois. troisième, Ouais, je c'est crois que c'est Pinot qui finit troisième. deux. Ouais. Voilà, et on gagne le classement par équipe. Et là, on avait un collectif cette année-là, comme d'autres années, mais 2014, je me rappelle d'un coureur, Ben Gastover, ben, j'aurais pu mettre que sa tête sur le tatouage. C'est lui qui a gagné le Ouais. classement par équipe. Mais c'était un truc de fou. On avait une force collective. Voilà, après, moi, les souvenirs du Tour, je ne sais pas si on m'en parle du Tour, mais moi, j'ai des souvenirs sur le Tour. C'est ma course. Le Tour de France reste ma course de prédilection. Où personnellement j'arrivais à me transcender moi, et par rapport à mes coureurs, on a eu une réussite de Barjot sur le Tour, et 2014 c'était un truc de fou. On a fait des choses collectivement que je pouvais même pas imaginer qu'on puisse faire. À rouler dans des cols, je me rappelle avec les mecs, il y avait Sky, il y avait tout ça, mais c'était des trucs de Ouais, Barjot. il y a vraiment ce truc où je pense on se rend pas compte et c'est toujours un peu, à dire utopique quand on en parle, mais vraiment qu'un leader arrive à transcender ça. Alors toi, tu le dis même qu'effectivement toute l'équipe, finalement, et c'est aussi ce qui transpire un peu avec tes paroles sur Romain, c'est vraiment qu'une personne, un leader avec soit ses résultats et son charisme arrive vraiment à faire élever le niveau d'un groupe au complet. Ça, c'est Oui, oui, ouf. mais Romain, ça a été le cas. C'est un garçon introverti. Hein, c'est clair que quand tu le vois, voilà, c'est un garçon qui est tellement sérieux. Quand tu le vois, tu dis putain, il n'a pas l'air de rigoler l'artiste là. Ouais, Voilà, ouais. mais c'est un mec qui rigole, hein, je peux te le Mm. garantir. Moi, j'ai passé des hivers avec lui. Il faut mieux être assis. Hein. Voilà. Donc, mais bon, une fois que le job, il fallait faire le job. Moi, Il j'ai était jamais là. vu un professionnel comme Romain Bardet, jamais. Il a tout exploité au millimètre. Bon, ce qui lui a permis de monter 2 fois sur la boîte au Tour de France, quand même, d'avoir une médaille Mm. au mondial et d'avoir fait toute la carrière qu'il a fait. C'est un garçon qui avait un gros potentiel, mais un mental de barjot, j'ai un mental de Mm. fou. Il a tout exploité et il nous a tiré vers le haut parce que il dit ok, moi je vais tout exploiter les gars, mais vous avez intérêt à tout exploiter aussi votre côté. Hein, voilà, donc et c'est clair, ça a tiré le groupe, les équipiers. Voilà, ce que je me rappelle d'Oliver Naesen. Moi, Oliver Naesen, je l'ai vu monter d'école de première catégorie avec Romain Bardet en course. Mm. Maintenant, il est groupé tôt à chaque fois qu'il y a un col. Hein. Mm. Mais avec Romain, il était à la maturité physique, il était plus fort à l'époque de Romain que maintenant. Mais Oli c'est le coureur que je connais le mieux, Oliver Naesen. Moi, j'ai vu Oliver Naesen monter des cols de première catégorie sur le Tour de France dans le premier peloton. J'ai une photo c'est les saisies. On avait décidé de rouler en haut des saisies, et c'est Oliver Naesen qui roule en haut des saisies. Parce qu'il y avait Romain, voilà, mais si tu ne mets pas un leader comme Romain, Oliver Ouais, Naesen, il est ouais, dans le groupe il Eto. transcende. Il est dans le groupe Eto, puis il attend l'arrivée, quoi. Tandis que là, il savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. On avait décidé de faire une action dans les saisies. Ben, il fallait être avec les copains, quoi. Sinon, Mm. ça va pas, quoi. Et toi, par rapport au groupe, aux coureurs que tu as en face de toi, est-ce que dans ta carrière, il y avait un moment donné où tu commençais à préparer, orienter ton discours par rapport aux coureurs, d'analyser un petit peu aussi les comportements de chacun pour adapter, ou alors est-ce que c'est plus, on va dire, inné et quelque chose que tu as développé, voilà, d'adapter ton discours en fonction du gars, mais voilà, est-ce que tu as une préparation Bien en sûr. amont? Ouais. Après, il y a le mental. Moi, j'insiste beaucoup sur le mental. Une fois de plus, la douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Donc, ça, c'est dans le monde du vélo. Pour l'étape du Tour, tu y penseras. Voilà. Mais après, c'est le mental. Tu peux transformer tu peux soulever, comme on dit, on peut soulever des montagnes. Voilà, donc, bien sûr, au fil du temps, tu peux pas garder le même discours de 2006 à Maitland. Donc, forcément, et toujours avec l'appui des entraîneurs, j'essaie d'être le plus proche possible des entraîneurs, notamment Jean-Baptiste Quiclet. J'ai un rapport assez fusionnel avec JB. Voilà, et bien sûr, je m'appuie sur les datas qu'ils me donnent, tout ça. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans et faire des stats. Regardez les gars, si vous roulez à tel watt, ça va faire ça, un tableau. Mm. Non. Après, moi, je reste quand même avec mon feeling.
Voilà, mais je sais qu'on doit s'appuyer sur des datas, qu'on doit s'appuyer sur des entraînements, qu'on doit s'appuyer sur des stages altitude, qu'on doit s'appuyer sur plein de choses. Voilà, après ça, c'est l'équipe qui met ça en place. Et je pense que depuis quelques années, on monte les échelons pour être l'une des meilleures équipes qui prépare de la meilleure des façons les coureurs avant de gros objectifs. Voilà, mais c'est clair qu'il y a toute une mise en place, tout un process qui est vraiment important. Et forcément, moi, mon discours, il évolue un peu par rapport à ça. La première chose qui évolue actuellement, c'est l'anglais. Parce que les briefings, on a obligation de faire les briefings en anglais. Donc ça me dénature un petit peu. Je le dis aux coureurs. Je suis moins naturel parce que je ne maîtrise pas parfaitement l'anglais. Voilà. Et forcément, pour moi, c'est plus difficile parce que j'ai du mal à retrouver mes mots exacts. Par exemple, voilà, ton instinct, ce que tu as voilà, directement dans le cœur. Bien sûr, donc tout ça, mais voilà, mais oui, mon discours est pas tout à fait le même, mais j'essaye malgré tout de garder ce que c'est ce qui a fait ma force. Et je remercie les coureurs qui m'ont accompagné, parce qu'ils m'ont toujours délivré des messages que je pense que c'était important pour eux d'avoir un message, des moments forts, avec de l'émotion. Moi, j'ai fait beaucoup de films, je me servais beaucoup de la vidéo, justement pour leur faire voir des choses et de les emmener dans un truc qui est un peu irréel, et dire qu'ils avaient un peu les frissons avant le départ. Voilà, je me rappelle avant le départ du tour, je faisais une énorme vidéo avec plein de moments choc de l'équipe pour que les mecs, avant la première étape, ils se rendent compte où ils sont, quoi, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et qu'ils peuvent l'année d'après être dans la vidéo par rapport à la réussite. Donc voilà, donc forcément mon discours il évolue, mais ouais, moi l'affect, j'aime bien transporter les mecs. Le côté tactique est très important. Mais une fois de plus, si tu transportes pas les mecs, tu as beau mettre toute la tactique que tu veux. Si les mecs sont pas avec toi dans ce projet, après une fois de plus, les acteurs, hein, c'est pas moi qui pédale. Mais bon, c'est comme l'entraîneur de foot. C'est pas l'entraîneur de foot qui tire le penalty, qui met la tête ou qui fait le centre. C'est les joueurs. Donc après, les coureurs, c'est pareil. C'est toi qui donne la dynamique, c'est sûr. Voilà, c'est exactement ça. Si les gars ont envie. Il faut trouver les bons mots. Moi, je te cache pas que des moments, je sais très bien que moi, quand je loupe un briefing, je le sais tout de suite. Hein. Je sais très bien que j'ai loupé mon briefing et que j'ai rien apporté aux coureurs. Et voilà. Et des moments, à la fin, il gagnait. Hein, ça, il y a pas de problème. Hein, je me rappelle pas avec quand, mais j'ai eu fait des briefings qui étaient de la merde. Et à la fin, les coureurs, ils ont performé. Donc voilà. Mais bon, on doit apporter notre pierre à l'édifice. Ça, c'est important. Un directeur sportif, ça me met des boutons quand j'entends, mais c'est un chauffeur de bagnole. Un directeur sportif est tout sauf un chauffeur de bagnole, parce qu'il y a plein de choses à gérer avant, pendant, après. Voilà, mais c'est clair qu'on ne pédale pas à la place des coureurs. C'est les coureurs. Et les oreillettes, moi, je suis un fervent défenseur des oreillettes. Le vélo ne peut pas exister sans oreillettes, c'est impossible. Voilà, on est en 2025. On n'est pas avec des boyaux dans le dos. Il y a des tels intérêts économiques. Et le coaching fait partie intégrante du sport de haut niveau, du sport moderne. Voilà, et on doit apporter une pierre à l'édifice pour aider les coureurs, donner des conseils. Voilà, et ça, c'est trop important. Et forcément, ton discours, il évolue, mais si tu n'as pas l'agnac, hein, pareil, je ne vais pas me mettre, mais là, il y a toute la définition de l'agnac qui est tatouée là. Et je la montre de temps en temps à mes coureurs qui n'ont pas l'agnac, je leur fais lire. Ils ont juste à lire ici. Ils voient ce que c'est que l'agnac. Et si tu l'as pas, c'est difficile d'exister, hein, et tu dois l'avoir plus que souvent, quoi. Et justement, tout au long de ces années, est-ce que tu as vu une évolution dans aussi le comportement, les motivations des coureurs que tu as? Ouais, après la grosse évolution, bien sûr, c'est la planification, où on les met dans une planification qui est vraiment hyper pointue, où chaque course et c'est pas plus mal. Hein. Avant, on prenait certaines courses comme entraînement, maintenant, on arrive sur les courses, on doit performer. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et puis après, la jeunesse, hein, moi, ce qui me bouscule le plus actuellement, c'est de voir des jeunes coureurs performer. Je ne vous parle même pas de Paul Sexas. Hein, voilà, moi, c'est ce qui me. Voilà, c'est un truc de fou, hein, de voir des jeunes coureurs à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans performer avec les meilleurs mondiaux sur les plus grandes courses du monde. Et ça, c'est l'évolution du cyclisme actuel. Hein. Est-ce que c'est la bonne? J'en sais rien. Ça, on le verra d'ici quelques années. Est-ce que les longues carrières vont continuer à exister dans le vélo? Ça, je pense que c'est une bonne question, parce qu'on s'aperçoit que forcément, pour être un super pro à 19 ans, à 20 ans ou 21 ans, il faut déjà être à moitié ou à trois quarts pro à 17 ans ou à 18 ans, quoi. Donc voilà, donc est-ce que mentalement, ces coureurs-là ont encore l'énergie nécessaire à 28, 29 ans, 30 ans, alors qu'ils sont dans une maturité physique? Les datas, hein, c'est la maturité physique dans le vélo,
c'est pour faire large, entre 25 et 30 ans, quoi. Ouais. Donc les coureurs qui sont à bloc depuis l'âge de 17 ans, à 27, 28, 29, 30 ans, est-ce qu'ils auront toujours cette dynamique? Ça, c'est une question, j'espère, Ouais. et ça sera peut-être le cas, hein. Oui, parce que c'est vrai que je pense qu'on remet beaucoup ça, mais vu qu'on est aussi, tout est beaucoup plus fin sur Oui, la bien sûr, manière hein. de s'entraîner, de L'accompagnement, récupérer. Ouais, c'est clair que l'accompagnement est tellement maintenant au millimètre. C'est clair que la nutrition, moi, le plus gros gap, c'est la nutrition. ouais, Pour moi, et ça, je le comprends. Je me suis toujours intéressé à la nutrition, donc je comprends que on ait toujours été en avance. Et ça, par exemple, comme je t'ai dit, je connais bien le monde du foot. Les mecs sont admiratifs par rapport au travail qu'on fait en termes de nutrition, à tous les niveaux, pour la récupération, pour être acteur sur les courses. Voilà, mais c'est clair que maintenant, l'appui des nutritionnistes est vraiment important, parce qu'on voit bien que, notamment au niveau de la charge glucidique, c'est quelque chose, bon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, qui roule beaucoup, mais voilà, j'aurais jamais pensé qu'un coureur puisse absorber 120 grammes de glucides par heure pareil, ouais. durant une épreuve. Voilà, mais bon, moi, ça me choque pas plus que ça, parce que je le comprends que le cycliste doit avancer avec la technologie. Et si on sait que l'organisme répond mieux, le schéma il est basique, hein, c'est une voiture, l'essence, hein, plus elle diminue, ben, au bout d'un moment, tu dis, putain, je vais peut-être tomber en panne, machin, voilà. Tandis que si tu remets toujours de l'essence dans ta voiture, tu sais que tu peux rouler, parce que tu vas pas tomber en panne. Donc ça paraît assez logique, mais c'est vrai qu'avant, on n'y avait Il pas y a eu trop quelques pensé. années, ouais. Ouais. Voilà, et c'est clair que par rapport à la nutrition, c'est clair qu'il y a un gros gap, même si on y travaille depuis longtemps, mais c'était plus avant dans la récupération et les avant-courses où en guillemets, il fallait pas manger tout et n'importe quoi. Voilà, mais là, pendant les courses et également pendant les stages, hein, il faut bien vous dire, pour que les coureurs puissent prendre 120 grammes de glucides par heure durant une épreuve de 5 heures, il faut mieux s'entraîner avant pour ingurgiter tout ça, parce que bon, après, l'effet est peut-être pas forcément favorable. Donc là, c'est toutes ces technologies qui sont présentes sur les stages, voilà, et c'est clair que le vélo, pour moi, avance dans le bon sens par rapport à la génération dans laquelle on vit, quoi, par rapport à la société dans laquelle on vit, voilà, où tout est décortiqué, analysé. Donc le vélo, je pense, est même en avance sur de nombreux sports par rapport à tout ça, quoi. Toi, tu te déplaces sur chaque stage, tu fais un peu les suivis sur les stages d'altitude ou pas Ouais, ça, moi j'ai Ouais. été, même si on le fait de moins en moins, moi par exemple l'époque de Romain, je faisais ma valise et, en même temps que lui, et je défaisais ma valise et je repartais en même temps que lui. Ok, Moi je faisais les stages full. Moi je voulais être avec eux du premier jour au dernier jour. ok. Après, bon, maintenant c'est un peu différent. Voilà, donc toi, la semaine prochaine, je vais 5 jours aux Arcs voir les coureurs qui préparent la Volta. Eux, ils vont y passer 19 nuits. Hmm. Voilà. Maintenant, ça change un petit peu. Je peux le comprendre. Moi, j'aime être au contact de mes coureurs. Moi, ça me dérange pas de conduire une bagnole, parce que pendant les entraînements, il n'y a pas de coaching, hein. Ouais, Voilà, ouais. tu observes Tu tes suis. coureurs. En guillemets, tu peux te dire, tu te fais chier pendant 5 heures dans la bagnole à suivre des mecs à Hmm. monter l'école. Mais pour moi, c'est aussi, tu apprends à les connaître sans avoir de longs discours. Tu les regardes pédaler. Voilà, tu apprends des choses par rapport. Et quand tu les vois en course, tu te dis, bah tiens, il pédale pas comme d'habitude. Voilà. Hmm. Et voilà, donc c'est pour ça, moi, j'aime. Moi, je suis un homme de terrain, donc voilà. Puis ça te permet aussi de créer la proximité, le contact avec Bien le sûr. coureur dans ces moments-là, quoi. Là, la semaine prochaine, je vais leur présenter. Je suis en train de travailler sur le plan de performance de la Volta. Donc, je vais leur préparer et leur présenter, pardon, le plan de performance de la Volta la semaine prochaine. Bon, ils seront à peu près. Ça aussi, ça a beaucoup évolué. Et ça, c'est le côté anglo-saxon. Pour être honnête avec toi, il y a quelques années, je faisais pas de plan de performance. Quelques jours avant la course, 10-15 jours avant la course, je commençais à préparer ma course, tout ça. Voilà. Maintenant, la Volta est dans plus d'un mois. Le plan de Ouais. performance, il est fait. Je sais exactement. J'ai mis déjà en place des pré-briefings sur chaque étape. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Après, bien sûr, ça va s'actualiser par rapport Ouais. à l'actualité du jour. Mais voilà, mais la semaine prochaine, on va parler avec les coureurs de la Volta, de la présentation, quel est le menu de la Volta. Bien sûr, on va être tributaire de la start list. Comme tu le sais, hein, s'il n'y a pas Renko et s'il n'y a pas Vingegaard, ça change certaines choses au niveau de la course. Voilà, donc tout ça, après, on le sait pas un mois à l'avance. Voilà. Mais déjà, on peut parler de choses très avancées au niveau de la Volta en termes d'objectifs, de rôle et bien sûr de parcours, et de rentrer déjà en détail. On a un logiciel qui s'appelle Vélo Weaver où tu peux voilà,
tout savoir sur le parcours pratiquement. Nous, ça nous évite pas mal de non-reconnaissance, parce qu'honnêtement, avec le vélo viveur, ça remplace pas une vraie reconnaissance. Mais des moments, moi, on a eu fait le tour, j'ai eu fait 2 fois le tour, une fois avant et une fois pendant. Mais ça, honnêtement, ça te prend beaucoup d'énergie, c'est long. Et honnêtement, avec vélo viveur, tu peux quand même bien peaufiner ton parcours. Donc tout ça, c'est toutes les avancées du vélo qu'on parle depuis un petit moment qui nous permettent d'être performants. Mais bon, les adversaires ils ont la même chose, donc il faut toujours se remettre en question, quoi. Et là, on a vu avec notamment les dernières années, là, et cette année avec Decathlon, une grosse avancée dans les méthodologies, dans tout l'accompagnement. J'avais écouté une interview là où j'ai perdu le nom du nouveau boss là de l'équipe. Dominique Seriez. Voilà, Dominique, il expliquait que maintenant, il mettait pour les grands tours, les départs loin, il mettait même les véhicules qui étaient transportés sur des camions pour vous faire gagner du temps, etc. Toi, par rapport, est-ce que juste le temps, on parle pas d'émissions, est-ce que le temps que tu passes au travail, aujourd'hui, il est moins conséquent qu'à l'époque, alors sûrement beaucoup plus efficient, ou est-ce que finalement, le temps d'un directeur sportif accordé au travail, il est toujours le même? Non, effectivement, et c'est clair que tu fais bien de le souligner. Dominique a apporté beaucoup de choses dans ce domaine-là. Parce que, simplement un petit rappel, Dominique a été manager d'une grosse écurie Mitsubishi, pour pas la nommer, au niveau des rallye raids. Il a remporté 5 ou 7 fois le Paris-Dakar en tant que big boss. Et c'est clair que le monde automobile, c'est pas le monde du vélo. Mais grâce à son expérience, et comme tu le citais, et c'est clair que c'est une avancée. L'année dernière, beaucoup d'équipes nous ont regardé avec des grands yeux, qui voyaient arriver des véhicules en camion, en plateforme, et 100 personnes de l'équipe au volant, quoi. Et c'est clair que ça, c'est Dominique, par rapport à son expérience, qui a apporté ça. Et c'est clair que, personne n'y avait trop pensé. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la beauté de pouvoir échanger avec d'autres sports. Et Dominique qui est arrivé en tant que passionné de vélo, en ayant une grosse expérience dans le monde automobile, en ayant coaché des grands pilotes. Il a été également lui-même copilote. Il a gagné personnellement le Paris-Dakar en tant que copilote. Et puis après, même dans le monde du rugby, qui est un gros sport co, voilà, donc son expérience, honnêtement, elle est très importante. Et comme tu le disais, ça apporte des choses nouvelles. Et par rapport au travail, c'est clair que des moments, c'est agréable. Cette année, ça va pas être le cas. La Volta part de Turin, donc on n'est pas très loin du service co de Chambéry, donc on va y aller en voiture. Mais l'année dernière, le départ était au Portugal. Avant, on serait allé soit en voiture, voilà, Sur les 2 camions, jours, quoi. tandis que là, tout le personnel voyage en avion, parce que c'est une société qui emmène tous les véhicules, poids lourds, tout ça, au départ. Et ça, honnêtement, ouais, c'est Dominique a, tout de suite, quand il est arrivé, c'est la première chose qu'il a. Mais pourquoi vous faites ça? Alors que nous, on n'y avait pas spécialement pensé. Mais parce qu'il avait l'habitude, lui, en voiture, quand il emmenait des voitures de rallye, il partait pas au Paris-Dakar avec ses voitures au départ, quoi. Forcément, il les transportait. Donc il s'est dit, mais voilà, et c'est clair, ça c'est important. Et c'est clair, c'est l'évolution de l'équipe, et tout ça. Le centre de performance, je t'invite un jour à venir au centre de performance à la mode Avec Servolex. plaisir. C'est vraiment un super outil, très moderne au niveau des mécaniciens. Tu ne peux pas rentrer, personnellement, tu rentres dans l'accueil, tu ne pourras pas rentrer au niveau de l'atelier parce qu'il faut un badge, tout ça, tout est fermé. Voilà. Et les mécaniciens sont vraiment dans un cocon pour préparer les vélos et pas être dérangés. Voilà, et ça, c'est la touche de Dominique, qui a vraiment structuré l'entreprise de façon très professionnelle. Et ça, c'est clair, c'est vraiment un gros soulagement parce que tu peux plus te concentrer sur ton sportif, voilà, et sur tes dossiers qui sont liés au sport. Moi, comme je le disais, je suis un homme de terrain, voilà, donc j'ai besoin d'avoir toute mon énergie au niveau du sportif et pas me dire comment on va faire pour aller là-bas, machin, voilà. Et c'est clair que voilà, il y a des reconversions. Peut-être par exemple Julien Duval qui a été coureur. J'ai beaucoup apprécié Julien Duval qui a été coureur parce que c'était un guerrier. Il n'en voudra pas, mais qui était limité. On sait qu'il ne pouvait pas gagner de grandes courses, mais c'était un fidèle équipier qui se battait du kilomètre zéro à l'arrivée. Et tu vois, maintenant, c'est l'un des responsables de la logistique au niveau du centre de performance. Il a fait une reconversion qui est juste extraordinaire. Et lui, pareil, c'est un bosseur de fou et il fait énormément de bien à l'équipe parce qu'il arrive à structurer beaucoup de choses. Et c'est toute cette évolution qui nous permet à l'heure actuelle d'être la meilleure équipe française et l'une des meilleures du peloton international. Trop bien. Et toi, par rapport à ce métier, qu'est-ce que dans les prochaines années, par rapport
à l'évolution aussi, toutes ces technologies, tout ce qui se met en place avec le staff, etc. On parlait aussi de la maturité des jeunes. C'est vrai que, enfin, la maturité des coureurs et les coureurs sont de plus en plus jeunes. J'imagine que aussi, finalement, ta part et ton expérience prend presque de plus en plus de sens parce que finalement, tu dois leur faire passer les messages justes alors qu'ils ont très peu d'expérience. Est-ce qu'en plus de ces qualités-là, il y a quelque chose que tu vois un peu émerger comme compétence que tu vas devoir avoir à l'avenir? Oui, bah forcément, il faut, comme je le dis souvent, il faut se remettre en question chaque matin. Et c'est clair par rapport aux jeunes, l'expérience, mais je m'aperçois que les jeunes, ils connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent Ouais. beaucoup de choses. Forcément pas tout. Et c'est clair que l'expérience qu'on peut apporter nous en tant que coach, hein, tous les directeurs sportifs, pardon, les coachs, voilà, toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, voilà, ils ont une expérience qui est importante et on doit la valoriser auprès de nos jeunes coureurs. Donc ça, c'est vraiment un point là-dessus qui a amené à progresser au fil du temps. Mais après, l'évolution, honnêtement, à l'heure actuelle, est-ce on est sur un plafond? Je sais pas, mais j'ai du mal à me projeter. J'ai toujours travaillé comme ça, sans me dire, putain, dans 5 ans, comment tu vas faire? Moi, je fais un Hmm. métier passion, comme tu le disais tout à l'heure. Une fois de plus, la parenthèse avec Romain, j'ai passé des années, je passais plus de temps avec Romain qu'avec ma femme. Voilà, donc c'est clair, c'est un métier qui est tellement qui te bouffe, énergivore, Ouais. comme on dit. Voilà. Et les prochaines évolutions, pour répondre à ta question, j'ai du mal à les percevoir à l'heure actuelle. Parce que voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Que voilà, moi, je fais vraiment un focus sur ce qui se passe actuellement. Hmm. On a un outil de travail qui est vraiment exceptionnel. Voilà, on a une équipe qui grandit. Tu as vu l'actualité, voilà, avec Decathlon. L'équipe va monter en puissance. Il va y avoir un gros recrutement d'effectués. Voilà, donc c'est clair que voilà, on est déjà pour moi actuellement la meilleure équipe française, mais l'ambition, c'est d'être parmi les meilleures équipes du monde. Donc forcément, il y a des choses, toujours par rapport à ta question, qui vont être amenées à évoluer, à être modifiées, à être différents. Mais voilà, quoi exactement, je sais pas actuellement. Voilà, mais je pense de toute façon, on va pas renverser la table. Hein, le vélo reste quand même basique. Hein, toi, pendant l'étape du tour, il va falloir que tu pédales pendant 5 heures. Voilà, donc ça reste toujours pareil, quoi. Ouais, clairement. Et cette internationalisation, toi, ouais, j'imagine qu'elle te motive aussi. Oui, parce que déjà rien que par l'apprentissage de l'anglais, Ouais. j'ai pas fait des grandes études, voilà, et forcément j'ai un anglais qui est très basique, et je me mets ce challenge, même si j'ai plus de 50 balais, de parler correctement l'anglais dans un avenir proche. Donc ça, c'est mon gros challenge, parce que j'ai toujours aimé cette langue, j'ai toujours été fasciné par les personnes qui parlaient plusieurs langues, et notamment l'anglais. Voilà. Après, j'ai forcément jamais eu bien le temps de me plonger dedans à bloc. Là, j'ai pas trop d'options, faut que je m'y mette, et c'est le cas depuis plusieurs mois. Voilà, donc ça, c'est déjà un challenge de pouvoir répondre à des interviews. Toi, le rêve, ça serait d'un jour de pouvoir, peut-être pas parler comme ça, parce qu'on parle de façon, j'espère, Ouais. j'espère que je suis fluide, mais je sais très bien que je pourrais jamais faire une interview comme celle-ci pendant 1 heure en anglais, mais Ouais. de pouvoir répondre à des médias sur des faits de course, voilà, ça c'est Hmm. pour moi un gap très important, et j'y travaille. Parce que voilà, on sait que, comme tu le disais, l'internationalisation du vélo est présente, et que c'est fini, on n'aura jamais une équipe. On peut 100% française. 30 coureurs. Nous, on a eu des années, on était peut-être 25 Français. Le Groupama, ils ont peut-être fait des années 28, 29 Français. Voilà, ça c'est fini. Voilà. Donc on sait très bien que maintenant, il y a un rééquilibrage par rapport aux nationalités, et que bien sûr, la langue officielle, ça devient l'anglais. On ne peut pas y échapper. Si tu veux les meilleurs coureurs, tu ne peux pas avoir que des Français. Tu es obligé de prendre des Hmm. Norvégiens, des Suédois, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Belges. Voilà. Et donc forcément, tu vas pas parler un coup en italien, parler un coup en allemand, un coup en anglais, un coup en danois. Tu vas parler qu'une langue, c'est l'anglais. Donc voilà, donc il faut arriver, et c'est le but de l'équipe, d'être parmi les meilleurs. Donc forcément, il faut un effectif qui est très homogène au niveau des nationalités. Ouais, clairement. Et alors, je ne veux pas t'embêter plus trop longtemps, mais moi j'ai une question. Est-ce que tu te vois faire encore longtemps ce métier? Parce que comme tu disais, c'est quelque chose qui prend énormément de temps avec la famille, etc. Bon, je pense Mm. que je connais à peu près la réponse, mais Ouais, ouais, moi je sais faire que ça, donc il faut mieux que je fasse ça encore quelques années. Voilà, mais non, mais c'est un métier, j'ai pas l'impression de travailler. Tu vois, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes.
Voilà, Ouais. bon, il y a ma femme qui est à côté qui me regarde avec des grands yeux. Voilà, C'est l'heure de mais manger bon, bientôt. c'est voilà, ça fait partie. C'est clair qu'il y a beaucoup de contraintes pour la famille, pour mon petit garçon, Mm. pour ma femme. Parce que moi, je me rends compte pas de tout ça. En guillemets, moi, je me pince tous les matins par rapport à ce métier-là. Je me dis, Mm. j'ai une chance inouïe de faire ce job-là. Et c'est clair que ça prend, on part 200 jours de l'année, je suis pas chez moi. Ça, c'est clair qu'il y a d'énormes contraintes. Au mois d'août, j'ai jamais fait un anniversaire de mon fils, il est né au mois d'août, je suis toujours à la Volta ou en course. Voilà, après, voilà, ça fait partie, il va avoir 15 ans, je serai pas là, il y a une grosse fête qui s'organise à la maison, et je serai pas là. Mm. Voilà, après, le plus dur, c'est pour lui, parce que moi, je sais que même ce jour-là, il faut pas qu'il m'entende, je sais que je serai en course, et j'ai même oublié Ouais. qu'il fête les 15 ans d'Axel. Mm. Voilà, parce que je serai pris à la Volta, voilà, et que moi, je vis sa métier passion, voilà, j'adore ce métier-là. Pour moi, ouais, j'ai pas réalisé mon rêve d'être coureur cycliste professionnel, mais honnêtement, j'ai pas de regrets parce que tout ce que j'ai vécu en tant que directeur sportif, c'est un truc de barjot avec les émotions des coureurs. Par exemple, Christophe Riblon, qui gagne la double ascension de l'Alpe d'Huez. De l'Alpe Mais d'Huez. ce jour-là, j'ai fait un briefing de barjot. La veille, c'était Jean-Christophe Perrault qui s'était cassé la clavicule. Mais le briefing, j'aurais dû l'enregistrer. Du moins, à l'époque, on n'y pensait pas. Mais voilà, tout s'est réalisé comme on l'avait imaginé. Et quand tu Mm. passes des moments comme ça, que tu gagnes à l'Alpe d'Huez, que tu renverses Teddy Van Der Garen, qui avait 50 secondes d'avance à 7-8 km de l'arrivée, Ouais. et que tu l'enrhumes à 2 bandes de l'arrivée, je peux te dire que voilà, Ouais. ces moments-là, ça n'a pas de prix. Mais bon, c'est clair, des Bon, moments comme ça, tu n'en as pas beaucoup dans une carrière. non, Donc, il faut savoir en non. profiter. Parce que tu as beaucoup de. Voilà, l'année dernière, par exemple, le Tour de France a été difficile. Voilà, donc c'est clair que tu prends du plaisir parce que c'est le Tour, mais au fond de toi, c'est difficile. Voilà. Ouais. Donc, Par rapport à ça, est-ce que aussi le fait que ça devienne de plus en plus gros, qu'il y ait de plus en plus d'enjeux, est-ce que toi, alors moi j'ai vraiment l'impression que les coureurs ont une grosse pression et que finalement le seuil de réjouissance est tellement haut que c'est très difficile pour eux de l'atteindre. En tout cas, c'est pour la majorité du peloton, j'ai l'impression que pour être content d'une étape, avoir le sourire, il faut aller vraiment très haut. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus, ce seuil est de plus en plus haut. Est-ce que pour toi, ça devient pareil avec tous les enjeux qu'il y a, la pression, ou est-ce que tu arrives encore à ouais, garder? non, je comprends le sens de ta question, mais la pression, il y en a et c'est normal. Mais honnêtement, tous les matins, Dominique Sérieux vient pas nous réveiller. Il dit, putain, il faut gagner aujourd'hui, les gars. Putain, voilà. Ouais. Voilà, la pression, il y en a toujours eu. Ça fait partie du monde du sport professionnel. Donc, voilà, et notamment au Tour de France, on connaît une fois de plus la caisse de résonance du Tour. Voilà, mais c'est clair, je comprends par rapport au. Et c'est clair que sur un Tour de France, même quand Bruno Armira a fini quatrième, Ouais. chrono, on a fait également une quatrième place avec Félix Gall au Mur de Bretagne. Voilà, c'est des super performances, mais c'est clair, tu sautes pas au plafond. Tu dis pas, Hmm. putain, hop, champagne. Voilà, parce que on est là avec un but ultime, c'est de gagner une étape sur le Tour. Voilà, donc même quand tu fais 4 avec, honnêtement, ce qu'a fait Bruno au chrono, c'est un truc de Ouais, barjot. ouais, clairement. Voilà. Mais bon, voilà, t'es content, il y a des sourires à l'arrivée, forcément. Mais justement, par rapport à ce que je racontais, par rapport à tout ce que j'ai vécu moi sur le Tour de France, de mémoire, je crois que c'est 14 victoires d'étape. Mais c'est des moments t'en prends pour 2 ans. Voilà, donc, c'est clair que il y a quand même Ouais. beaucoup de bonheur dans une équipe, dans un staff. Voilà, parce qu'on est tous des passionnés. Donc heureusement qu'il y a ce côté-là, même si c'est compliqué par moment. Mais voilà, il y a vraiment ces plaisirs, ces sourires qu'il y a tous les matins, parce qu'on est tous conscients qu'on fait tous le plus beau métier du monde. Voilà, donc voilà, non, il y a beaucoup de plaisir et je pense que le cyclisme, voilà. Hier, j'étais sur le bord des routes. Sur le bord de la route, je suis allé encourager l'équipe, voilà, au Mont d'Or, à 22 bandes de l'arrivée. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Que tu voyais le Voilà. tour Ouais, pas dans donc la j'ai vu voiture. l'envers du décor. J'espère que l'année prochaine, je serai de l'autre côté. Ouais. Mais, mais voilà, c'était impressionnant. Quand je voyais le visage des coureurs, sur les 7 coureurs qui sont passés de l'équipe, il n'y en a qu'un qui m'a reconnu. Pourtant, j'ai Hmm. gueulé leur prénom à 20 cm. Mais les Ouais, mecs ils étaient étaient tellement à tellement dedans. bloc. Le pire, c'est Bastien. Bastien Tronchon, tu écoutes des Ouais, potes avec lui. ouais. Bastien, il est passé, mais je pense que j'étais à 5 cm comme ça. Genre, Il t'a pas et vu. les yeux, voilà. Donc après, les mecs, ils font un métier de barjot. Voilà, et c'est pour ça que c'est clair, quand tu gagnes, tu as des émotions qui sont vraiment particulières. Voilà, mais après, déjà, voilà, l'histoire, le tour, c'est, comme je le dis souvent à mes coureurs,
c'est une aventure sportive et surtout humaine, hein, parce que Humaine, tu pars ouais. pratiquement 4 semaines en vase clos. Je peux dire, quand tu sors du tour, tu es un peu perdu. Il faut Ouais. faire attention, déjà avec la voiture, de ne plus griller les feux rouges. Voilà. Donc c'est plein de choses. Et c'est vrai que bon, c'est pour ça, c'est la magie du vélo en général. Et hier, pour conclure, voilà, j'ai bien vu que la magie du tour, ce que ça représentait au niveau des spectateurs, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, tout ça, même si en course, j'ai fait 20 tours de France, donc je sais bien qu'il y a du monde autour. Mais bon, quand tu es de l'autre côté de la barrière, ouais, c'est impressionnant et tu te dis que le vélo a encore de belles années devant lui. Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Bon, merci beaucoup, Julien. Écoute, on arrive à un peu plus d'une heure de podcast. Je pense qu'on aurait pu encore continuer bien Ouais, ouais, mais longtemps. c'est clair que oui, oui, c'est toujours un plaisir. C'est pour ça que voilà, je voulais vraiment faire ce podcast avec toi, parce que Merci c'est clair beaucoup. que je pense que c'est important. En plus, bon, tu as une vision du vélo qui est, je pense, très, très intéressante. Tu pratiques ce sport à un très bon niveau. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir répondre à des questions pour que les gens puissent comprendre un petit peu comment fonctionne une équipe professionnelle, que voilà, un petit peu l'envers du décor, si on peut dire. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est une vraie passion et voilà, et c'est vrai que les gens j'espère le ressentent et c'est pour ça que c'est important de aussi parler de notre sport en dehors des traditionnelles courses de vélo, bien sûr le Tour de France, tout ça, en Ah dehors. Donc ouais, c'est important de pouvoir faire vivre aussi des moments comme aujourd'hui tous les deux à certaines personnes, quoi. super. Non, en tout cas, ta passion, elle transpire et franchement, ouais, Ouais, on bah est c'est le assez but. fan. Voilà, Merci beaucoup, Julien. Et puis, bah, on te souhaite une bonne Vuelta et puis l'année prochaine, le retour ça sur marche. Et l'objectif de l'étape du Tour, c'est quoi pour toi? bah, la gagne, on va dire. La Voilà. gagne? D'accord. Ouais, la gagne, tu vois. J'aurai la phrase que tu dis toujours dans la tête, donc. Ouais, non, mais c'est important le mental, hein, parce que bon, c'est clair que l'étape du Tour, nous on la regarde tout le temps, les équipes pro, on regarde tout le temps qui gagne Ouais, l'étape du l'étape Tour. du Tour, ouais, 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 ça ouais, peut. ouais, c'est toujours quand elle a lieu, les coureurs, tout ça, tout le monde, qui c'est qui a gagné l'étape du Tour? Ah ouais, ok. Ouais. Voilà, donc, rappelle-moi le D+, et le kilométrage. Là, cette année, c'est celle qui fait Albertville-la-Plagne. Ça fait 135 et 4005. D'accord. Et C'est donc. redis-moi l'école, parce que j'ai du mal avec ma mémoire Ça d'éléphant. fait le col des Saisies. Avant, il y a la montée des Ris, col des Saisies, Ah ouais, col du Pré, le Cormet. Et ah ouais, après, putain, col du Pré. l'arrivée. Ouais, c'est pas facile, ouais. Et après, Ouais. l'arrivée à la Plagne, qui est Ah ouais, aussi la Plagne, d'accord, ok. Ouais, ok, une ok. montée longue, ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà. Non, mais voilà, Dimanche de sport. voilà, donc oublie pas, la douleur est temporaire, l'abandon est définitif. J'oublierai pas. Merci, Julien. Ça marche. Bonne course à toi. Ciao. Ciao, ciao. Alors, attends.